Bonjour à tous et bienvenue dans mon atelier. Dans les deux dernières vidéos, nous avons vu les évolutions politiques avec la Deuxième République et le Second Empire. Tout ceci dans le cadre de la présence de Louis-Napoléon Bonaparte, devenu Napoléon III. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'industrialisation et de la modernisation économique de la France dans cette période, de par la révolution industrielle qui se répand partout en Europe. Donc, nous allons voir cette transformation économique et cette modernisation sur trois grands points. Nous allons voir d'abord la conjoncture qui est favorable dans le cadre de cette révolution industrielle. Deuxièmement, nous allons voir la participation de l'État dans cette modernisation. Et troisièmement, nous allons voir l'essor économique et la libéralisation des échanges de marchandises et de la circulation des biens et personnes dans ce mouvement. Alors commençons par cette conjoncture favorable. En introduction, j'ai dit qu'on a la révolution industrielle qui a commencé en deux phases depuis l'Angleterre. La première phase de la révolution industrielle avec la révolution du textile et le développement des machines à vapeur. Là, on entre dans une deuxième période de révolution industrielle qui s'accélère avec la construction de nouvelles machines. Et on est en période de forte croissance économique entre 1830 et 1865, de par cette révolution industrielle. Donc, avec cette révolution des manières et des techniques, la production industrielle augmente de 79% entre 1848 et 1865. Et la consommation du charbon a triplé au cours de cette période-là. C'est normal puisque parmi les machines à vapeur que l'on utilise à cette période-là, on a les locomotives à vapeur. Pour vous donner un exemple. Donc, il est nécessaire d'utiliser beaucoup plus de charbon que ce qu'on utilisait jusque-là. On utilise des mines pour ça. Et cette utilisation du charbon est très utile dans un service industriel, à savoir la métallurgie, qui connaît une très forte augmentation de la production, avec les investissements et les innovations techniques. On a par exemple de nouvelles techniques de transformation de la fonte en acier. La fonte, c'est un alliage de métal à base de fer, grâce auquel on produit de l'acier beaucoup plus solide et beaucoup plus résistant que ce qu'on peut faire sous une autre forme. Et grâce à cela, on est capable de produire des charpentes beaucoup plus élancées et beaucoup plus élevées qu'avec des charpentes en bois. On illustre ça notamment avec un des monuments parisiens que l'on connaît aujourd'hui, à savoir l'Opéra Garnier. Construction en pierre en apparence, mais la charpente est en fer, en acier. Et en plus, on a une mécanisation de toutes les productions qui jusque-là étaient artisanales, comme par exemple le textile, le coton et les filatures nécessaires pour la création de nouveaux vêtements, des vêtements à la mode par exemple. Grâce à cela,
la France devient la deuxième puissance industrielle au monde, juste derrière le Royaume-Uni. Cela s'illustre notamment avec les expositions universelles de 1855-1867 organisées par l'Empire. Ces expositions universelles sont des lieux de grande démonstration du savoir-faire industriel et commercial du pays hôte. En France, par exemple, on a les articles de luxe, le miroir de Saint-Gobain, les soieries de Lyon, qui sont exportées à travers le monde entier. Et c'est grâce à cela que la France est désormais réputée pour tout ce qui est luxe et technique de pointe, encore aujourd'hui. Même s'il y a des critiques dues à quelques problèmes différents. Mais ça, c'est une autre histoire. Ce qui fait que la France est un rival industriel et économique du Royaume-Uni. Et tout ceci est encouragé. En effet, si la France se modernise, c'est notamment grâce aux efforts effectués par l'État impérial. On a le développement du système bancaire, en tout cas une réactualisation, parce que le système bancaire existe depuis le XIVe siècle, date à laquelle les banques privées se déploient un peu partout en Europe, comme par exemple les banques Médicis, ou au XVIIIe siècle avec le système prôné par John Law, avec le développement des billets de banque. À l'époque du Second Empire, on a le développement et la création des banques de dépôt ou banques d'affaires qui permettent aux entreprises privées et publiques de se développer et de s'alimenter afin de pouvoir entretenir leur productivité. On a par exemple le crédit immobilier, fondé par les frères Pereire et Achille Fould. Si vous avez des questions, vos professeurs sont certainement là pour vous expliquer de qui il s'agit. On a aussi le Crédit Lyonnais, qui depuis est devenu une banque comme les autres. Deuxième chose, avec les banques, en 1863 et 1867, le corps législatif, la chambre basse du Parlement impérial, adopte les lois de libéralisation des sociétés anonymes, mais qui permet à tout ceci de se développer et de s'étendre un peu partout dans le monde. Et c'est alimenté aussi par le chemin de fer. Donc le transport mécanisé et donc de moyens de locomotion. Entre 1851 et 1869, on passe de 3558 km de voies ferrées à 16 994 km de voies ferrées. Tout ceci partant des grandes villes, comme Paris, Bordeaux, Marseille, Lyon. Ce qui fait que, à la fin du Second Empire, quasiment l'ensemble de la métropole est irrigué par des voies de chemin de fer, ce qui permet à tout le monde de se déplacer où ils veulent dans le pays, et beaucoup plus vite. Ce qui se faisait en 2 semaines en 1789 à cheval ou en carrosse peuvent se faire en quelques jours. En conséquence, on a aussi une circulation plus rapide des matières premières,
des produits agricoles et manufacturés. Circulation de biens, de marchandises, d'autres biens et de personnes. Donc, une alimentation d'une plus grande productivité dans le pays. Et pour que toutes ces richesses puissent être échangées entre les pays, il faut bien que les ports puissent répondre à la demande. Donc, un agrandissement des ports. On a le cas du Havre, de Marseille, de Bordeaux et de tout autre grand port sur les côtes atlantiques et méditerranéennes. Et on a la fondation aussi de nouvelles compagnies maritimes qui, qui entrent en concurrence avec les compagnies maritimes issues des grandes découvertes du XVIIe et du XVIIIe siècle. Et de nouveaux types de navires se développent au détriment de la marine à voile. Les machines à vapeur deviennent très utiles pour tous les navires de fer, et donc les machines à vapeur se substituent à la marine à voile, donc aux grands vaisseaux que l'on connaissait au XVIIIe et au début du XIXe siècle. Plus besoin d'utiliser la voile et donc le vent pour se déplacer. Les, les moteurs à piston et autres machines à vapeur permettent aux navires de se déplacer plus vite, donc de réduire les déplacements. Et c'est alimenté aussi par d'autres travaux. Par exemple, le canal de Suez, un vieux projet qui remonte pas seulement à l'époque de Napoléon Ier, mais à l'Égypte antique. Cette histoire aussi est un autre sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et la communication aussi se modernise. En 1860, le télégraphe, qui existait déjà à l'époque de Napoléon Ier, se répand partout dans le pays, ce qui permet à l'information d'être communiquée beaucoup plus vite que par des voies équestres ou par le bouche à oreille, comme il se faisait dans l'ancien temps. Avec le bouche à oreille ou la poste équestre, cela mettait des jours pour transmettre les informations et les dernières nouvelles. Maintenant, ça s'effectue en quelques heures. Avec tous ces grands événements soutenus par l'État, l'Empire va pouvoir libéraliser sa structure économique et financière. Cette politique économique est voulue par Napoléon III depuis très longtemps, au moment où il monte sur le trône. Cette politique est influencée par le saint-simonisme. Le saint-simonisme, c'est une forme de socialisme défendue par le comte de Saint-Simon, d'où le terme de saint-simonisme. Saint-Simon, à savoir Claude-Henri de Rouvroy, comte de Saint-Simon à cette époque, au début du XIXe siècle. Et à l'époque de Napoléon III, on a Michel Chevalier qui est dans cette continuité-là. Tout comme Louis-Napoléon Bonaparte, Napoléon III, qui a écrit en 1844 un livre Extinction du paupérisme, par lequel il présente sa vision sociale de l'avenir, afin de répondre à tous les problèmes en lien avec l'industrialisation qui apparaît et aux problèmes sociaux liés à la misère et aux problèmes de financement. Tout ce que l'on vient de voir précédemment
est dans cette continuité-là, dans la continuité de ses écrits de jeunesse. Et le 23 janvier 1860, cette libéralisation économique et financière atteint son paroxysme avec la signature d'un traité de libre-échange avec l'Angleterre de Victoria, 1837-1901, pour vous donner le cadre du règne de Victoria. Et qui dit libre-échange dit forte hausse de l'exploitation pour répondre à la demande. Le volume du commerce extérieur est multiplié par 6,5 entre 1848 et 1870. De grands chantiers de construction ont lieu pour raccourcir les trajets des nouveaux moyens de locomotion à vapeur, comme par exemple le canal de Suez que je viens d'évoquer. Et on a l'accélération des échanges et des voyages. Donc, grâce à tout ceci, la France devient de plus en plus moderne, mobile, énergique et devient un modèle en matière d'économie. Et c'est ce qui va avoir comme influence sur la société qui va être intéressant aussi parce que la société ne sera plus jamais la même avec cette industrialisation. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous donne rendez-vous pour une suivante avec l'industrialisation sociale et plus tard avec la politique étrangère de Napoléon III. Bonne révision et à très bientôt.